Tout le monde parle du football européen, tout le monde admire le football sud-américain, les libéraux, vous le savez, adorent le football africain. Et le football asiatique dans tout ça. Dans le podcast du jour, nous avons décidé de nous intéresser à la culture football dans le plus grand et le plus peuplé des continents. Les libéraux, le podcast qui revient sur le football de notre enfance. Et pour m'accompagner dans ce podcast, Samuel. Salut à tous. Damaz. Bonsoir à tous. Et Nami. Bonsoir à tous. On n'en parle jamais, on ne regarde que rarement. On n'en parle que lors des rares matchs amicaux contre la France ou alors pendant la Coupe du Monde. De tête, Damaz, qu'évoque pour toi le football asiatique ? Très simple. Exotisme, oseille et la Thaïlande, frère. Non, j'ai pas dit que tu évoques l'Asie. Le football asiatique. Après, il y a Sylvain Idangar aussi, je crois, qui est parti jouer du côté de la Thaïlande. Non, pour moi, c'est très simple. Le football asiatique, c'est le côté où tu as l'impression que les mecs n'ont plus de contrat dans les championnats majeurs et il faut trouver un pont d'or. Et l'Asie, pour moi, c'est une terre qui te permet d'avoir tout ça. Ça s'est justifié avec notamment les ponts d'or qui sont dans les Émirats. Ok. Mais après, on a aussi des coachs majeurs français qui sont partis, tels que Arsène Wenger, qui a évolué au Japon. Et qui, pour moi, quand je regardais ça sur Téléfoot, je me disais, mais qu'est-ce qu'il est parti foutre là-bas? Tu vois? Après, Philippe Troussier. Voilà, le chantre. Ouais, voilà. Philippe Omar Troussier. Philippe Omar Troussier, il faut préciser, monsieur Omar Troussier, qui pour moi est un peu le symbole de l'agent colonial français qu'il faut un peu explorer. Fossoyeur, oui, il faut le dire, on aura le temps d'explorer ça. Mais en tout cas, on a affaire à des personnes qui n'ont pas peur de découvrir d'autres cultures. Et pour moi, quand tu vas au football asiatique, tu vas pas que découvrir du foot, tu vas découvrir même une nouvelle vie. Globetrotter de l'équipe, Samuel, c'est quoi le football en Asie? Franchement, dans la rue, dans la vie de tous les jours, au quotidien? Pour moi, déjà, pour avoir été par exemple au Japon, clairement, c'est pas un sport qui passionne vachement là-bas. Ils sont beaucoup plus sur le baseball. Notamment dû par l'influence qu'il y a eu des États-Unis dans la région. Donc le football à la base, c'est pas le sport numéro un, mais d'ailleurs dans l'Asie en général, mais ils regardent quand même les championnats européens ou autres. D'ailleurs, c'est peut-être pour ça que ils ont quand même eu l'idée de créer le manga, même le dessin animé le plus populaire sur le football qui est Olive et Tom. Oui. Et que c'est quand même en fait c'est un sport qui est plus regardé que pratiqué on va dire dans le pour un gamin, pas un enfant en tout cas ne se tourne pas directement vers le football là-bas. Après moi mon premier souvenir, c'est quand tu m'évoques le football asiatique, c'est les crampons de Zidane contre l'Arabie Saoudite en 98. Aïe. C'est essuyé. Oui, il s'est essuyé, voilà. Et toi, Nams, qu'est-ce que tu t'évoques comme ça de tête le football asiatique avant d'entrer un peu dans les détails sur ce podcast? Pour moi, le football asiatique, c'est quelques nations. Le Japon qui arrive à tirer son épingle du jeu avec l'arrivée d'un joueur comme Nakata qui a plus ou moins exposé ce football plus ou moins méconnu pour nous les Européens. La Corée du Sud aussi, surtout l'Arabie Saoudite que j'ai pu voir aussi en 98, comme le dit Samuel, contre la France. Mais c'est un football aussi, un peu un football mis à l'écart. C'est un football mis à l'écart qui ne tient pas vraiment la comparaison avec le foot européen et sud-américain. Mais on constate aussi que le football n'est pas le sport prioritaire de ce continent. Donc c'est assez compliqué au début des années 2000, voire aux années 90, mais on voit qu'au fur et à mesure, on s'y intéresse de plus en plus. Ça devient une terre d'exil pour des footballeurs en fin de carrière, et c'est un bon point de chute, on va dire. Alors, ce sera difficile pour nous et peu intéressant pour vous de parler de tout le football asiatique. On ne va pas parler du football thaïlandais, mongol ou cambodgien, mais on va quand même essayer de traiter la question par ère culturelle. Commençons par le monde arabe et les monarchies pétrolières. Alors, petit rappel historique, la première participation d'un pays arabe asiatique, c'est l'Irak en Coupe du Monde de 1986, les Émirats arabes unis qui ont joué la Coupe du Monde de 90, l'Arabie saoudite qui a joué pour la première fois la Coupe du Monde en 94 et qui l'a joué par la suite 5 fois. Le Koweït qui a été champion d'Asie en 1980, l'Arabie Saoudite 3 fois championne d'Asie en 84, 88 et 96, l'Irak qui a réussi à être championne d'Asie en 2007 à une époque où c'était pas forcément facile au pays, et le Qatar dont on va aussi s'intéresser un peu sur ce podcast, qu'il a été de manière particulière en 2019. Alors il y a depuis une quinzaine d'années
un peu moins peut-être une offensive d'amas de soft power de ces pays à travers le football qui est extraordinaire, notamment dans le rachat de clubs européens. Oui, dans le rachat de clubs européens, dans la diffusion des matchs européens et notamment de matchs amicaux de grande renommée. Et clairement, il y a un pays qui vient en première ligne de mire, c'est le Qatar. Le Paris Saint-Germain de Raphaël ne pourra pas en effet le remettre en évidence parce qu'aujourd'hui, ils ouvrent leur bouche, excusez-moi pour dire autre chose, pour montrer qu'on est quelqu'un, alors que l'appui est venu de personnes qui, nous, on pensait en tant que jeunes Français amoureux du football, mais qu'on avait l'impression que là-bas, le ballon ne roulait pas. Et là, d'un coup, on a affaire à des mecs qui lâchent des millions de dollars, des pétrodollars, qu'il faut le dire, ou concrètement, on va dire même jusqu'à l'échelle de la royauté qatari, où on a affaire à un véritable plan de route pour installer le football comme étant une image de toute une nation et même de toute une région. C'est-à-dire que le Qatar a une feuille de route pour en effet diffuser la Coupe du Monde 2022 qu'on connaît tous. Et concrètement, les Qataris se sont positionnés sur plusieurs clubs, et tout de même les Émirats dans leur globalité, se sont positionnés dans plusieurs clubs à participation dans le capital des grands clubs européens afin de développer un savoir-faire, afin de développer, de dire qu'on est là, une diffusion économique industrielle. Et concrètement, là, on a vu une puissance économique, une puissance financière, concrètement, que moi, j'ai jamais vue. Alors, ce qui est intéressant pour terminer mes propos, c'est que c'est pas uniquement que dans le football qu'ils se sont positionnés, même sur les autres sports également, c'est-à-dire l'athlétisme, le handball, et bien entendu, sans compter la voie de télécommunication avec beIN Sport que tout le monde aujourd'hui valorise, mais que on sait que beIN Sport, d'où ça vient, et sans oublier Al Jazeera, frère. Al Jazeera, le nombre de mecs à la cité, ils ont pas les box à la maison, les gars. On tape Al Jazeera Sport en streaming et d'un coup, t'entends un frère de l'autre côté. Allah Ya Allah, Allah. Samuel Eto'o, ya Allah. Exactement, dès qu'il y a un but, il y a un frère, il est derrière, il donne tout. Le meilleur commentateur d'ailleurs. C'est un Algérien et il s'appelle Monsieur Daraji. Et on le salue parce que c'est le meilleur commentateur au monde. Magnifique, magnifique. Monsieur Daraji, merci, magnifique. Non mais en tout cas, on est là. On a vu ces monarchies venir, notamment même à Leeds, avec le Gulf Finance House qui est du Bahreïn, Nottingham Forest, Malaga. Mais tout ça, ça a commencé, Nams, avec Abu Dhabi Holdings qui avait pris Manchester City. Exactement. On va dire c'est plus ou moins les précurseurs. Ils avaient pris City. Au début, ça avait été un peu plus ou moins mal vu quand même, surtout dans des pays comme l'Angleterre. On n'aime pas trop que les étrangers ou des fonds, des fonds financiers dont on ne connaît la provenance arrivent et à coup de millions, à coup de chèques, achètent joueurs et autres. Ce n'est pas vraiment apprécié, mais ça a vraiment été quelque chose de nouveau et on a vu ça d'une manière assez. Ça a été pris d'une manière assez mitigée. D'une manière mitigée, mais ça a donné suite à de nombreux rachats par la suite. Et c'est devenu plus ou moins, on peut dire que c'est devenu une monnaie courante. Le deuxième axe, c'est le sponsoring, Samuel, et notamment à travers les compagnies aériennes. Fly Emirates, qui a le Real, Paris, Arsenal, le stade d'Arsenal, le Milan, que des grands clubs en plus. Donc, c'est pas par la petite porte. Etihad Airways, Qatar Airways. Le sponsoring, c'est aussi une façon de faire de l'influence économique à travers le football. Le sponsoring, c'est une manière, oui, déjà de se faire connaître à travers le football. Et puis, c'est une image de marque aussi. Maintenant, Qatar Airways et Emirates, c'est considéré comme dans le top 5 des meilleures compagnies du monde. Donc, pour eux, ça leur rajoute une publicité incroyable d'avoir leur nom sur des stades ou sur des maillots de foot. Il n'y a qu'à voir même maintenant Barcelone, qui a Qatar Airways. Barcelone qui a été une équipe, qui a eu Qatar Airways, une équipe qui est quand même qui a été longtemps sans sponsor. Et d'avoir ensuite, quelques années plus tard, Qatar Airways sur le maillot, ça a été quand même déboussolant pour beaucoup de personnes. Exactement. Et en plus, on pourrait même rajouter, c'est que ces pays ont cherché également la voie diversifier les différents revenus. C'est-à-dire, on arrive à une fin, on arrive entre guillemets à un marché d'hydrocarbures qui arrive à une certaine saturation. Donc, il faut que ces pays à forte dominance pétrolière, de trouver d'autres voies
de revenus conséquents et l'industrie du sport correspond en effet à cette diversification qu'ont réalisé ces pays-là avec une très très bonne réussite. Il suffit de voir les différents dividendes que tirent maintenant ces fonds d'investissement auprès en effet de ces monarchies-là, au contraire des pays africains qui ont plusieurs fois accumulé des millions d'euros dans les caisses, et on n'a pas vu non plus cette prise d'initiative de la part justement des politiques et également des forces économiques présentes auprès de ces pays-là. Donc là concrètement on voit qu'on a affaire à des personnes qui maîtrisent leur sujet et qui, cette fois-ci, nous-mêmes Européens, en tout cas jeunes Européens, on voit quand même que ça marque quand même une différence. C'est-à-dire on a affaire à des personnes qui ne sont pas blanches, des personnes d'origine du Moyen-Orient venir et s'imposer c'est ça, d'ailleurs, face à une ancienne force coloniale. Oui. Parce que quand c'est les Russes, ça gêne beaucoup moins. Quand c'est Abramovich à Chelsea, merci Samuel. Ça gêne beaucoup moins, mais le fait là que ça soit des gens qui viennent d'une région... Des Bédouins. Ouais, voilà, ça pose plus de problème parce que c'est un visage nouveau, c'est des nouveaux riches, comme on dit. Ils ont toujours été riches, mais là, on se rend compte qu'ils sont vraiment très riches. Et du coup, ça gêne, mais il n'y a qu'à voir même en termes d'image. Pour Reda avait tout à l'heure cité Malaga. Je ne sais pas si vous vous rappelez le fiasco que ça a été à Malaga, mais en fait, Malaga, il avait carrément repris le club seulement en fait pour pouvoir investir dans la ville de Malaga. Oh, c'est un ouf. Je crois que c'était pour des histoires de je sais plus, il y avait un centre commercial, je sais plus ce qu'il y avait. Pareil pour les investissements qataris dans la ville de Paris. Hein. Oui, bien sûr. Et même, comment s'appelle le président de Monaco, le russe, qui faisait ça pour avoir le passeport monégasque. Il y a toujours des intérêts derrière tout ça en général, bien sûr, qui font que ces richesses rachètent des clubs de football. Il y a un troisième axe sur lequel j'aimerais qu'on revienne rapidement aussi, c'est le fait d'offrir des ponts d'or aux footballeurs pour jouer dans les pays du Golfe. Et Nams, je ne sais pas si vous allez être d'accord avec moi, mais ça a commencé avec les Français. On n'avait pas vu ça avant que Franck Leboeuf ou que Marcel Desailly, Christophe Dugarry aillent dans ces pays-là, Nams. Exactement. Je me souviens, début des années 2000, fin de carrière, Leboeuf tente sa chance là-bas. Desailly aussi se prête à l'aventure qatari ou saoudienne, si je ne me trompe pas. Et je crois qu'il y avait terminé avec des sacrés stats là-bas, justement. Il marquait énormément de buts. Et c'était quelque chose qui m'a fait assez marquer quand même. Et aussi, on avait des joueurs comme Batistuta aussi qui allaient, Guardiola, et tu t'entends des noms assez, quand même des noms assez ronflants pour nous, qui avaient grandi avec ce football-là. Et c'était quand même, mine de rien, tu jettes quand même un œil et tu te dis, ah oui, si ce type de joueur, il va. Alors, il y a le pont d'or financier, mais je pense aussi à cette condition de vie qui change avec l'Europe. Donc je pense que aussi c'est notre culture. Certains joueurs s'installent là-bas par la suite. Et je pense que ça va au-delà. Je pense que ça va au-delà du football quand même là-bas. Alors les conditions de vie. J'aimerais qu'on parle d'un dernier axe avant de clôturer ce chapitre monde arabe asiatique. Ce serait notamment avec la Coupe du Monde au Qatar qui va se dérouler l'hiver 2022. C'est, juste pour vous préciser quelque chose, quand le Qatar a gagné sa première Coupe d'Asie en 2019, elle avait 9 joueurs d'origine africaine au sein de son effectif. Le pays, évidemment, ne possède que 2,7 millions d'habitants à peu près. Si tu enlèves les enfants, les vieux et les femmes, il ne reste plus beaucoup de personnes. Et c'est vrai que la naturalisation d'Hamas devient la seule alternative. Oui, parce que la population active est déjà faible de soi. Moi, franchement, ça m'aurait pas dérangé en fait que les Qataris s'occupent en effet des positions dirigeantes de la part des clubs européens. Bon, enfin, aujourd'hui, ça ne dérange plus grand monde. Mais ce qui est frustrant pour nous, en tout cas, amoureux du football, c'est que on prend des mecs issus de pays et même de régions dans ces pays défavorisés tels que le Soudan, à Khartoum, on sait qu'on connaît les conditions au Soudan du Sud qui vient bizarrement d'arriver, la Tanzanie et consorts. Allez hop, devenez Qataris. Vous inquiétez pas, les enfants vont vous pousser et faites-nous rêver. Alors il y a le meilleur buteur là qui est originaire, je crois, du Soudan. J'ai oublié son nom, Ali. Mais il est né au Qatar parce que ses parents d'origine kenyane sont partis et pour travailler, à mon avis aussi dans des conditions qui sont assez difficiles. Hein, c'est-à-dire Ali Almoez. Ali Almoez, exactement, qui était meilleur buteur qatari au cours justement de cette dernière campagne victorieuse pour le Qatar. Eh ben, ce qui est frustrant par rapport à ça, c'est que derrière, il y a l'arbre qui cache la forêt. Ok, on met des étrangers devant, mais dans quelles conditions ces étrangers arrivent dans ces territoires ?
C'est incroyable. Et là, on peut même revenir plus loin avec les conditions des étrangers, même des anciens esclaves qui venaient travailler au Qatar, parce que concrètement, les étrangers, ils travaillent dans des conditions insalubres. Il faut le dire. Pas de syndicats, pas de force pour pouvoir les défendre face au patron et à la classe dirigeante. Et concrètement, ils vont dans le désert, mais ils travaillent dans des conditions pas possibles, incroyables. Des Camerounais, des Nigérians qui viennent témoigner d'ailleurs sur YouTube et consorts de ce qui se passe, de leurs conditions de travail. Alors, non, mais on leur prend tout. On leur prend tout. Ils dorment dans des gymnases à plus de 30 avec une odeur pas possible. Mais frère, après tu vas faire bluff, mondial 2002 pour 2022 pour tout le monde. Ça arrête de dribbler, mon frère Azim, c'est des bolos, ce mec-là. Il vient nous mytho et bluff, il vient de prendre des... Non, moi je suis zaf, moi je vous dis direct, moi des mecs comme ça, j'en peux plus. Je suis d'accord avec Dava, je pensais pas qu'on allait parler de ça aussi violemment ce soir. Mais par exemple, regarde juste dans les faits. Dans les faits, vous avez par exemple dans cette équipe qui a gagné le Qatar, oui voilà, il y a Karim Boudiaf qui est né en France avec des parents d'origine marocaine et algérienne, et vous avez Roro qui est portugais d'origine capverdienne. Vous avez aussi Almoez Ali et Boualem Khouri qui sont nés en Afrique, donc Almoez au Soudan et Khouri en Algérie. Et les autres joueurs qui ont d'origine africaine sont nés au Qatar. Et finalement, jouer au foot, c'est aussi la seule façon pour eux de s'insérer dans la société de manière positive, puisque les Qataris, pure souche entre guillemets, préfèrent envoyer leurs enfants faire des études en guise d'élévation en rang social. Donc forcément, il y a ce côté qui passe. Mais il y a une mauvaise odeur derrière cette équipe cosmopolite qui pourrait être positive au départ, mais quand on sait un peu la manière dont la Coupe du Monde 2022 s'organise au Qatar, c'est pas forcément un bon signal. Alors passons à l'Iran. De toute façon, on a vu que Damas était Zaaf, Samuel aussi. Ouais, ça va revenir. Donc on va passer à l'Iran. Alors, l'Iran qui est un gros pays de football, qui connaît 5 participations en Coupe du Monde, qui a fait un triplé de Coupe d'Asie 72, 76 et 80, à une époque où il connaissait l'âge d'or de son football. On connaît beaucoup de noms aussi, Nams, de joueurs iraniens, Ali Daei, Khodadad Azizi, Jawad Nekounam. Enfin, il y a plein de joueurs comme ça, Nams, qui sont mythiques de notre enfance. Ali Daei, il avait un charisme incroyable. Oh. Exactement, il avait un sacré charisme. Il a fait une petite année au Bayern, mais c'est vrai qu'il a performé en Bundesliga, que ce soit à Arminia Bielefeld ou à Hertha Berlin, et c'est vrai qu'il avait un sacré jeu de tête et il avait un certain charisme, une certaine prestance. On avait aussi Mehdi Madavikia qui jouait à Hambourg au début des années 2000. Après, par la suite, on a eu Ali Karimi qui arrive au Bayern, donc c'est quand même, ça s'est plus ou moins implanté. Exactement. Raga, Wolfsburg, ouais. Exactement, ce sont des joueurs qui petit à petit se sont imposés en Europe et qui ont placé vraiment leur pays quand même comme une place forte du football asiatique. Andranik Temourian aussi, qui a été le premier chrétien à porter le brassard de capitaine de cette équipe iranienne, qui est un joueur respecté. Un match, par exemple, Samuel Persepolis versus Esteghlal, il se joue devant 100 000 personnes. C'est le derby incroyable. Ça montre que c'est un pays de foot et que les résultats parfois des sélections ne s'expliquent pas forcément par la passion qu'a le pays pour le foot. On pourrait comparer ça peut-être, toute proportion gardée, au Mexique, en Amérique du Sud, où c'est un grand pays de football et pour autant ils n'ont jamais dépassé les huitièmes de finale. Toute proportion gardée, je pense que l'Iran c'est un pays qui aime beaucoup le football, mais les problèmes politiques, peut-être la révolution qu'il y a eu à l'époque, plus maintenant, peut-être que c'est pas un pays dans lequel on pousse ses enfants peut-être à faire du foot. Je pense que c'est un pays qui a d'autres priorités et au final, ça se voit après au très haut niveau, mais je pense que c'est un pays qui est quand même passionné par le foot et je pense que si on aurait des chiffres d'audience de poursuivre le football dans ce pays-là, je pense qu'elle serait quand même très élevée. Après, c'est aussi un pays qui souffre de la politique internationale, notamment pour se développer. Déjà que effectivement la révolution islamique a mis un coup de frein au développement du football iranien. Le football avait dépassé la lutte dans les sports favoris des Iraniens. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, avec ces punitions, ces sanctions internationales, on n'a pas forcément du matériel de qualité pour s'entraîner. On n'a pas forcément les meilleurs moyens pour bien jouer au football, Damas. Vas-y, Isabelle. Ce qui a été fait, c'est d'avoir ramené un entraîneur qui sait faire progresser les jeunes et qui est une pointure en Europe, qui est Carlos Queiroz. Quel travail. Qui a montré une très bonne image
de l'Iran à la dernière Coupe du Monde qui a tenu tête à l'Espagne, au Portugal, même au Maroc. Et puis maintenant, il y a aussi leur attaquant, là, Azmoun, qui est au Zénith, qui est très bon. Hein. Moi, je le vois bien partir. Il est bon. Bien sûr. Beaucoup d'Iraniens aussi à Charleroi. Il y a une connexion un peu Iran-Charleroi en Belgique qui est importante. Ce qui est bien, c'est que déjà, alors, un point important à signaler par rapport à l'Iran, c'est déjà un pays où la puissance populaire est très importante. Quel que soit l'événement, c'est-à-dire, bon, après les sports majeurs sont l'haltérophilie, la lutte, hein, on suit un petit peu les Jeux Olympiques, on est amoureux du sport, et les Iraniens sont très bien représentés au travers de ces disciplines, mais il suffit qu'il y ait un seul événement dans ce pays pour que tout part en liesse. Est-ce que vous vous souvenez de la qualification de l'Iran face à l'Australie pour le Mondial 98 ? Le 2 partout qu'ils font à Sydney ou à Canberra, je sais plus, mais la masse de personnes qui s'étaient présentées dans les rues à Téhéran pour la qualification de l'Iran mondial 98, mais c'était de la folie. Et même après il y a eu ce contexte politique qui est là aussi présent. Mondial 98 premier tour, l'Iran bat les États-Unis 2-1. Avec ce but de Mehdi Madavikia, qui est le but vainqueur de cette rencontre, le but décisif, et on a cette masse qu'on entend même jusqu'à Paris. C'est-à-dire que l'Iran, on a l'impression que c'est une plate forte de l'Asie, mais également que ça peut avoir des répercussions ailleurs. Et malgré les conflits qu'il y a à l'intérieur de ce pays-là, il faut amener en effet ce point structurel. Et c'est là où je rejoins Samuel par rapport au travail de Carlos Queiroz, qui amène une structure, qui amène un développement de jeu, qui amène tout ce qui concerne la maturité, je vais dire même européenne, sur les territoires étrangers. Oui, tu disais ? L'intelligence aussi. Oui, bien sûr, avec l'intelligence de jeu. Les joueurs iraniens paraissaient intelligents. Exact. Pour la séance de jeu sur le terrain. Tout à fait, ils ont l'air moins précipités qu'avant, qu'ont souvent notamment des équipes et des nations venant de pays du Sud, où souvent dans les moments chauds, dans des matchs du mondial, ils s'emportent facilement, ils se laissent submerger par les émotions, et c'est là où souvent, 10 minutes plus tard, la défaite arrive. Et là, concrètement, l'Iran, on voit une certaine maturité, on voit un certain élan, et concrètement, ça peut être très prometteur pour la suite. Alors, continuons notre voyage asiatique. La grande absente du football international, c'est l'Inde. 1,3 milliard d'habitants, 0 qualification en Coupe du Monde. Ils s'étaient qualifiés sans jouer pour la Coupe du Monde 1950, mais ils ne l'ont pas fait, c'était trop loin, trop cher, ils n'étaient pas assez préparés et ils n'ont pas eu le droit de jouer pieds nus. Ils ont connu une défaite en finale de Coupe d'Asie en 64 contre Israël, à l'époque où Israël était dans la conférence. À l'époque où Israël était en Asie, en tout cas footballistiquement. En vrai, l'Inde, c'est vrai qu'il faut le dire, c'est un pays avant tout de cricket où les droits télé de retransmission du cricket indien, on est aux alentours de 2,5 milliards de dollars. Oh, c'est de la folie. Mais en fait, c'est ça le problème. Comme c'est pas un pays de football de loin, Damas. C'est pas un pays de football. On met en priorité le cricket avec l'héritage de la colonisation britannique. Donc, c'est des choses qui datent depuis les années 40, années 50. Les Britanniques, ils ont toujours laissé un héritage de football aussi quand ils sont passés. Ouais, mais concrètement. Pas en Inde britannique. Pas en Inde britannique, absolument pas. Moi, j'ai fait plusieurs séjours en Angleterre. T'allumes Channel 4, Channel 4, bien entendu. Et on voit direct un match Inde-Angleterre cricket, frère. Et ça dure 4 heures de l'après-midi. Et les mecs, tu vois, ils font des lancers, et après ça tape et tout. Mais tu te dis, qu'est-ce que font les Indiens ici ? Mais par contre, tu vois une masse de personnes jouer au cricket. Alors, après, ce qui est intéressant, c'est que malgré ça, dans la mesure où la population est tellement forte, 40% de la population mondiale réunit la Chine et l'Inde, bien entendu, les téléspectateurs sont quand même présents en Inde, sont quand même présents. Par contre, il n'y a pas de professionnels, il n'y a pas de club professionnel. C'est-à-dire, voilà, il y a 16 clubs dans l'India League, je crois, ou 10 clubs à peu près. Tu as 3 clubs professionnels. Voilà. Et en plus de ça, c'est que cette fédération, malheureusement, en termes de revenus, il n'y a pas de retour. Et ce qui est même frustrant pour cette ligue, c'est que tu as des mecs, on a attiré 2-3 stars dont on connaît bien les noms. Robert Pires, Trezeguet, Anelka. C'est quand même. Et pas que. Parce que Nam, c'est vrai que. Aussi, non, mais pas. Non, mais justement, ça c'est marrant parce qu'à un moment donné, on était passé de Del Piero à Modu Sougou en Indian Super League. Parce que c'est vrai qu'il y a eu cette tentative, Nams. À un moment donné, on a vu partir en Inde, Zambrotta, Nesta, Lucio, Del Piero, Anelka, Malouda. Ils avaient l'envie de se montrer sur la carte du football à cette époque. On est en 2014 à peu près. Oui, c'est ça. Ils ont tenté de se mettre en avant, ils ont tenté de faire avancer leur football. Mais dans ce pays-là, quand on sait que le sport principal, le sport national est le cricket, c'est très dur pour le football. Donc il faut ramener des superstars, il faut ramener des noms renflants. Ça a marché au début.
Ça a marché au début. Donc, ils ont réussi à ramener de très grands anciens joueurs. Mais par la suite, ce fut très compliqué. Surtout que quand on sait que là-bas, il n'y a que plus ou moins 3 clubs professionnels, ce qui est très peu. Trop chaud. Les droits télé sont très faibles. Si on, par exemple, on compare avec nous, la France, les droits télé sont très, très faibles. Donc, c'est plus ou moins perdu d'avance. Donc, c'est quand même, je trouve que c'est plus ou moins un coup d'épée dans le crâne. Mais je trouve que ça fait quand même ça fait tâche entre guillemets de ne jamais voir l'Inde de jouer au foot. Mais bon, c'est là qu'on voit que le sport c'est surtout culturel. La Chine aussi. Reda, ce que tu dis, c'est culturel, mais parce que on a l'impression en fait que l'Inde, c'est un peu une culture encore qui est trop, étrangère à la nôtre. Moi, j'ai fait une escale là-bas, et pour vous dire, hein, ça m'a marqué. J'invite tous les auditeurs à regarder. Il y avait un sport qui passe à la télé qui là-bas est ultra populaire, parce qu'on parle toujours du cricket. Ça s'appelle le kabaddi. La bagarre. C'est un sport entre de la lutte sport de lutte et du comment ça s'appelle, et de la balle aux prisonniers. J'ai rien compris aux règles. J'étais en escale, il était 4h du matin, et apparemment là-bas c'est un sport qui est populaire à fond. Ils sont champions tous les ans, les Indiens, et apparemment il y a aussi toute l'Asie du Sud qui joue à ce sport-là, mais pour dire qu'en fait ils sont complètement déconnectés de notre réalité sport à nous, voilà, de notre réalité à nous, qui est les sports collectifs, on va dire le foot, le basket, le tennis ou autre. Et ils ont clairement des sports qui eux chez eux sont populaires et qui chez nous on connaît même pas l'existence, quoi. Et c'est plus ou moins le même constat que l'on peut faire, Damas, du côté de la Chine. Alors, la Chine, il y a un vrai travail qui se fait aujourd'hui, notamment à travers la Chinese Super League. Il y a l'ambition du gouvernement chinois, c'est d'organiser la Coupe du Monde 2034. Et depuis, on a des dizaines de milliers de stades qui sortent du sol, qui sont construits, avec cette ambition d'avoir une vingtaine de milliers de centres de formation. La Chine veut devenir une grande nation football parce que c'est une anomalie qu'elle ne le soit toujours pas jusqu'à présent. Le président Xi Jinping, là, en question, il a compris quand même le modèle du football. Il a compris l'industrie du sport, qui est en effet un vecteur de croissance et de puissance et de domination sur son pays. Et concrètement, c'est aussi un moteur économique, hein. On comprend, on voit aujourd'hui les revenus par rapport à l'industrie du sport, et il veut prendre cette vitesse par rapport à son pays qui a lui seul, l'Empire du Milieu, concrètement une domination économique mondiale. Malheureusement, ça prend pas, parce que les Chinois ne sont pas enracinés avec cette culture du football. Et ce qui est même frustrant, c'est que le pouvoir central en place a donné des ordres à des oligarques chinois d'aller prendre des prises de participation sur des clubs européens. On apprend le savoir-faire, on dégage des dividendes, on recrute également des techniciens européens pour venir sur le territoire chinois. Je pense bien entendu à Martin de Lippi. Concrètement, moi, pour la fin de carrière de Lippi, bon... Je comprends, il n'y a pas de souci pour les ambitions financières, mais j'aurais aimé le voir en Italie. L'Italie qui va à Cannavaro aussi qui a commencé Cannavaro aussi qui est parti. Il est parti là-bas, frère. Viens chez nous. Enfin, chez nous, non, je suis pas italien, mais frère, yes, t'as capté, tu vois. Bien sûr, j'ai capté. En tout cas, clairement, les Chinois ont investi par rapport à ça. Mais ce qui est frustrant, c'est que ça se retrouve aussi par rapport à leur situation démographique. La Chine de l'Est et la Chine du Sud-Est, c'est une partie très développée, où le langage européen, le langage économique occidental est très marqué. Mais la Chine antérieure, pas du tout. C'est-à-dire, ça ne prend pas de ce côté-là. Et la masse de personnes également est présente dans cette Chine-là antérieure, qui a du mal aussi à prendre la vitesse de ce qui se passe, on va dire, en Chine orientale. Et à cause de ça, les Chinois sont pénalisés par rapport à leur investissement. Concrètement, ils n'ont fait qu'une seule participation mondiale 2002. On s'en souvient tous, ils étaient claqués. Frère, c'était... Ils ont battu la France, ça fait longtemps. Hein. Oh. Ouais, ils ont fait un... Loris, comme il m'avait vénère la suite. Le coup franc, en plus, c'est ça. Hein. C'était ouais, c'est ça. Un bête de coup franc numéro 10, j'ai oublié son blast, parce que forcément on va pas retenir. Mais les Chinois, t'es ma frère. On a tous bugué. Alors ils étaient présents en 2002, Corée du Sud, Japon. Mais toi, Samuel, t'en penses quoi de la Chine? Franchement. La Chine, déjà, ils ont compris qu'au début, d'acheter faire des équipes 100% européennes, sud-américaines, ça faisait pas progresser leurs joueurs. D'où le fait qu'ils ont limité à 4 étrangers, il me semble, par équipe maintenant. Après, il y a un truc aussi pour l'engouement pour le foot qui est compliqué dans ces pays-là. Il faut parler aussi du décalage horaire. Le décalage horaire, quand tu veux suivre du football européen, quand tu es en Asie, le match de Ligue des Champions, il est à 21h et il est 5h du matin. À moins d'avoir une passion, d'avoir du temps ou quoi, tu peux pas t'imprégner, on va dire, de la culture vraiment du sport. Ouais. C'est pour ça d'ailleurs maintenant que les clubs européens comme le Real ou le Barça commencent à faire des classicos à midi pour être sur le créneau chinois. Exact. Mais t'as vu le marché? T'as vu les téléspectateurs? C'est énorme à prendre. Et ça, c'est dans tout le continent. C'est la différence avec l'Amérique où à 15h, tu peux avoir un match de Ligue des Champions et si tu bosses pas, tu peux regarder le match.
En Asie, c'est Allez. très compliqué de suivre le football, l'actualité du football, à part en rediff ou en suivant les highlights sur Internet. C'est pour ça que d'ailleurs, c'est des pays comme la Chine où les gens connaissent surtout les grosses vedettes, parce qu'ils Ouais. regardent YouTube ou autre, et quand les stars viennent dans le pays, ils font des défilés, il n'y a qu'à voir Pogba quand il est parti à la cité interdite et autres. Mais ils ne connaissent pas on va dire, ils n'ont pas la culture du foot, quoi. Là où il y a une vraie culture du foot, et on va terminer notre voyage, Nams, avec la Corée du Sud et le Japon, qui sont les plus grandes nations asiatiques du football, il faut le dire. 11 victoires en Ligue des Champions asiatiques pour la Corée, 7 pour le Japon, 4 victoires en Coupe d'Asie pour le Japon, 2 pour la Corée du Sud, 10 participations en Coupe du Monde pour la Corée, 6 pour le Japon. Ce sont 2 vrais pays de football pour le coup, Nams. Exactement, 2 vrais pays de football, si on peut dire ça comme ça. C'est 2 pays aussi, on va dire, réguliers pour tenir la dragée haute aux pays qui sont très forts en Europe ou en Afrique ou en Asie. C'est des pays qui ont plus ou moins nous ont habitués avec certains exploits, notamment durant la Coupe du Monde 2002. Et ce sont des équipes qui ont aussi des nations qui ont développé de très bons joueurs. Je pense par exemple à la Corée, je pense à un joueur qu'on apprécie tous, je pense, c'est Park Ji-sung. Park Ji-sung, il a un jeu très européen, c'est un excellent joueur, il a fait ses preuves aux Pays-Bas, en Eredivisie, puis en Première Ligue avec United. Et on a Son aujourd'hui. Donc ce sont des pays qui ont des très très bons footballeurs. Ce sont des pays dont les talents sont loués un peu partout dans le monde. Alors, effectivement, c'est ça qui est intéressant avec la Corée du Sud et le Japon. En plus, tu as parlé de Son, Samuel va être ravi. Hein, Samuel? Au joueur Son Goku. Ah ouais? Ah ouais. Son Goku, Konami. Ce qui est intéressant, justement, c'est que quand tu regardes l'ensemble des joueurs asiatiques, les seuls qui réussissent dans la durée en Europe, ce sont les Sud-Coréens et les Japonais. Avec d'abord le Shabum Kun, hein, vous vous souvenez du joueur qui avait joué en Allemagne à la fin des années 80. Il y a aussi Nakata qui est un précurseur aussi, qui a fait ramener les Japonais par la suite en Europe. Nakamura, Kagawa du côté de Dortmund. Park Ji-sung, Honda, Park Ji-sung, comme tu l'as dit, Nams, Lee Young-pyo. Ce sont les seuls, Samuel, qui ont vraiment une carrière de 5, 6, 7, 10 ans en Europe dans la durée, ce qui n'est le cas avec quasiment aucun autre pays asiatique. Bah, ils ont beaucoup de joueurs. Déjà, en plus, là, tu parles des vedettes, mais aussi beaucoup de joueurs qui jouent dans des clubs européens, on va dire, de bonne qualité, mais qui ne sont pas forcément des grands joueurs. Hein. On a eu Park Chu-young, Yoshida aussi en Allemagne. D'ailleurs, il y a une grosse filière. Ono, Inamoto. Ouais, même Matsui à l'époque en France. On a eu Matsui. Du côté Matsui. Et Matsui. Et pareil, je pense qu'aussi, il y a une. Koji Nakata aussi, il ne faut pas oublier. Dédicace à Marseille, ouais. Mais après, je pense que le Japon et la Corée, déjà, c'est parce que je pense qu'il y a une plus grande ouverture, déjà peut-être politique, sur l'Europe et le monde, de ce côté de ces pays-là. Donc, ça fait que c'est peut-être ouvert plus facilement, culturellement au foot. Et puis après, il y a aussi la venue de techniciens européens et aussi les échanges avec les joueurs. C'est-à-dire qu'en Allemagne, je crois qu'il y a beaucoup de recruteurs, par exemple, qui vont au Japon pour chercher des pépites asiatiques ou des joueurs qui savent qu'ils sont pas chers à acheter et qui vont pouvoir ensuite se développer plus facilement. C'est aussi ce que ne font pas les Français, pour lancer encore un petit pic, aller dans des pays exotiques comme ça et trouver des pépites et des petits joueurs qui sont sympas. Et puis regardez, maintenant, les Allemands, d'ailleurs, Son, avant d'être à Tottenham, était à Leverkusen. Exact. Il y a beaucoup de joueurs comme ça qui vont chercher les Allemands. C'est bien, et puis ça, moi je trouve que c'est des joueurs qui sont en général très techniques. C'est un football que j'aime bien, moi, le Japon et la Corée, et j'espère qu'ils vont encore passer un cap à la prochaine Coupe du Monde. Pour terminer le podcast, Damas, une petite analyse sur le football sud-coréen-japonais. Ce sont tout simplement les joueurs qui s'adaptent le mieux aux exigences du football européen. Et qui gardent également une partie de leur particularité, de leur culture, c'est-à-dire Park Ji-sung, la faculté avec laquelle jouait par exemple la Corée du Sud 2002, où on en a fait un podcast, c'est une faculté de replacement défensif exceptionnelle tout au long de la rencontre. Et Park Ji-sung, cette marque-là, c'est vraiment marqué notamment à Manchester, où il a évolué sur plusieurs postes et où en effet, Sir Alex Ferguson s'est beaucoup appuyé sur lui pour relancer le Manchester, qui était déjà moribond, on va dire, 2004-2005, où Chelsea, Arsenal les frappait assez régulièrement. Et Park Ji-sung, notamment après cette très belle performance au PSV Eindhoven, sans compter Gus Hiddink, a clairement modelé ces joueurs-là. Et ce qui est intéressant, c'est que, est-ce que vous vous souvenez du Mondial 18 avec le Japon et le match qu'ils font contre la Belgique?
Concrètement, les Japonais auraient dû les frapper 3-4-0, ces bolosses de Diable Rouge, là. Mais bon, après, on connaît les largesses défensives côté japonais, les Belges jouent avec la peur, mais bon, peu importe. Concrètement, c'est ça leur problème, ils ont pas de gap. Physiquement. Non, exactement, ils ont pas de gap, on est d'accord. On se souvient tous que c'est compliqué. Hein. C'est compliqué, frère. Mais techniquement parlant, les Japonais nous ont... Moi, concrètement, ça a été mon coup de cœur de ce Mondial 18 qui a été très décevant. Et sur ça, franchement, les Sud-Coréens et les Japonais sont quand même dans un très bon élan, avec pas mal de joueurs intéressants à cibler, et aujourd'hui sont encore les fers de lance du football asiatique. Alors voilà, c'est comme ça qu'on va terminer le podcast. Une dernière petite question, vous répondez juste avec un nom, j'espère que vous avez eu le temps d'y réfléchir, et je pense que nos auditeurs aussi vont participer à ce débat avec nous sur les réseaux sociaux. Nams, ton footballeur asiatique préféré? Je dirais Park Ji-sung. Ah ouais. Samuel, ton joueur asiatique préféré? J'ai dit tout à l'heure, moi, c'est Son Goku. C'est ça, il connaît tous les anciens. Il a remplacé tout ce qui existait dans mon cœur. Moi, je le trouve vraiment trop fort. Ok. Alors, tu auras l'occasion de le défendre sur les réseaux sociaux. Et toi, Damas, ton footballeur asiatique préféré? Pour moi, en fait... Allez, un petit Iranien, un petit Saoudien. Ah ouais. Moi, j'allais dire quand même Ali Dei, parce que le charisme qu'avait la prestance qu'avait ce mec, c'est trop. Et à date d'enregistrement, c'est toujours le meilleur buteur en sélection internationale. Allez, à très vite les libéraux. Merci. C'était Les Libéraux, un podcast produit par Sport Content.